Imaginez une planète privée de Soleil. Autrefois rejetée par son propre système stellaire, elle fut chassée, reléguée à l'abandon dans les ténèbres glacées de l'espace. Peut-être même n'a-t-elle jamais appartenu à aucun système. Née seule, livrée au néant. Il s'agit d'une planète errante. On les nomme aussi orphelines, nomades, vagabondes ou sans soleil. Une terminologie poignante, n'est-ce pas? Cette planète n'est baignée d'aucune lumière. Une nuit éternelle règne sur ses étendues. Et sans lumière, point de chaleur. Voilà pourquoi nul souffle de vie ne peut se développer sur ce monde figé par le froid. Mais croyez-moi, ce n'est pas l'aspect le plus effrayant. Il se pourrait qu'un jour, une planète errante vienne déranger l'harmonie de notre système et expulse la Terre de sa douce proximité au Soleil. En effet, notre planète gravite dans la zone habitable, cette frange idéale où la distance au Soleil permet à l'eau de subsister à l'état liquide. Mais un intrus pourrait bien bouleverser ce fragile équilibre. Si une planète errante s'introduisait dans notre système solaire et que nous échouions à freiner son avancée, elle finirait vraisemblablement par heurter notre précieuse planète bleue. La Terre serait alors éjectée de son orbite, contrainte de dériver vers une trajectoire bien plus lointaine et inhospitalière, loin de la chaleur de notre étoile. Imaginons les conséquences d'un choc entre la Terre et une planète errante de dimension comparable à celle de Mars. La réaction humaine serait, à n'en pas douter, marquée par la panique et le désespoir. L'histoire nous offre quelques tristes exemples d'objets célestes ayant anéanti plus des 3/4 des formes de vie terrestres. La survenue d'un tel cataclysme serait absolument destructrice. L'effet immédiat d'un tel impact serait d'ampleur apocalyptique. Il provoquerait une hécatombe et détruirait d'immenses portions de notre monde. Dans un premier temps, les efforts se concentreraient sur le sauvetage et les secours. Mais il ne faudrait guère attendre pour que l'évidence s'impose. Notre planète serait irrémédiablement perdue. Le climat de toute la planète se refroidirait progressivement et de manière inexorable. Plus la Terre s'éloignerait du Soleil, plus l'influence gravitationnelle de notre étoile s'amenuiserait. À terme, la Terre dériverait trop loin de sa principale source d'énergie lumineuse et thermique. Elle finirait par devenir un astre inerte, recouvert d'une épaisse croûte de glace. Voilà un tableau des plus funestes. Mais supposons que l'humanité ait anticipé une telle catastrophe et s'y soit préparée en amont. Dans ce cas, à quoi ressemblerait notre existence ? Et quel serait notre lieu de vie après un désastre d'une telle ampleur? Dans l'hypothèse où, au moment de l'impact, l'humanité aurait déjà implanté une colonie sur Mars, nous pourrions bénéficier d'un délai crucial pour fuir la Terre et rallier la planète rouge. Mais serait-il envisageable de métamorphoser ce monde lointain afin qu'il puisse accueillir la vie humaine? Cela représenterait sans conteste une entreprise titanesque. Comme vous le savez, Mars présente un environnement d'une extrême hostilité. Si, par quelque miracle technologique, vous vous y retrouviez sans combinaison protectrice, les gaz dans votre sang se changeraient instantanément en bulles, ce qui vous serait fatal. Ajoutez à cela le manque d'oxygène, les températures glaciales et une exposition aiguë aux radiations. Toutefois, si une planète errante anéantissait la vie terrestre, nous n'aurions pas d'autre issue. Il nous faudrait alors doter Mars d'une magnétosphère bien plus puissante, capable de la protéger contre les rayons ultraviolets du Soleil. De surcroît, une atmosphère plus dense serait indispensable. À l'heure actuelle, l'atmosphère martienne se compose presque exclusivement de dioxyde de carbone, avec une proportion négligeable d'oxygène. Cet air est impropre à la respiration humaine. Pour rendre la planète habitable, il serait également nécessaire d'élever sa température. Si nous parvenions à réchauffer Mars d'une manière ou d'une autre, nous pourrions en outre libérer le dioxyde de carbone gelé. On estime que de vastes quantités de ce gaz sont emprisonnées dans les calottes polaires de Mars ainsi que dans d'autres régions. En les relâchant, on pourrait épaissir l'atmosphère, ce qui permettrait la présence d'eau liquide à la surface. Nous aurions également besoin d'un lieu de vie. La NASA a mené des essais avec des habitats gonflables et légers, mais il va de soi qu'il ne s'agirait là que d'une solution temporaire. Par ailleurs, acheminer des matériaux de construction jusqu'à Mars représenterait un coût exorbitant, surtout si nous devions fuir une Terre en pleine désintégration dans l'urgence. Plutôt que d'acheminer des structures préfabriquées vers la planète rouge, nous pourrions envisager de les faire croître directement à sa surface. Un tel projet serait sans doute envisageable grâce à des champignons et des cyanobactéries capables de produire de grandes quantités de biominéraux comme le carbonate de calcium ainsi que des biopolymères. Ces organismes seraient probablement en mesure d'agglomérer les matériaux rocheux martiens en blocs solides. Autrement dit, les briques pousseraient d'elles-mêmes sur Mars et il nous suffirait ensuite de les assembler pour bâtir des murs, des planchers, voire du mobilier. Toutefois, une colonie encore jeune ne pourrait subsister au-delà d'une génération sans recevoir d'autres ressources en provenance de la Terre. Or, comme vous pouvez l'imaginer,
cette possibilité ne serait plus envisageable. Peut-être les survivants rechercheraient-ils alors refuge dans des colonies établies sur des stations spatiales suffisamment éloignées de la zone d'impact. Ce serait un moyen d'échapper à l'anéantissement. Mais de tels habitats devraient y posséder les dimensions requises pour accueillir des infrastructures agricoles, des centres de soins, des unités de production énergétique, des établissements scolaires et bien plus encore. Et leur fonctionnement représenterait une tâche éprouvante sans ravitaillement. Une simple panne d'équipement pouvant dès lors devenir un casse-tête insoluble. Imaginons cependant que nos lointains descendants décident de localiser la Terre plusieurs millénaires après la catastrophe, et qu'ils y parviennent. Vous vous souvenez sans doute que notre planète aurait dérivé bien plus loin du Soleil. Il faudrait espérer que la Terre ait conservé son champ magnétique, ainsi qu'un fragment de son atmosphère originelle. Mais ceux qui rentreraient sur Terre auraient les besoins d'eau, d'oxygène et d'une pression atmosphérique adéquate. Et si cette nouvelle pression était sans doute compatible avec la vie, il est fort probable que la quantité d'oxygène ne suffirait pas à permettre la respiration sans assistance. Pour établir un apport en oxygène, il faudrait recourir à des bactéries photosynthétiques. En subsisterait-il sur une planète désertée? Sans doute. La plupart, ou du moins certaines, pourraient avoir survécu, enfouies profondément sous la surface ou dissimulées au fond des océans, si tant est qu'il en reste encore. Les tardigrades, ces créatures réputées les plus indestructibles de la planète, auraient très probablement survécu, prêtes à accueillir les humains de retour. Ces microscopiques oursons d'eau peuvent subsister 30 ans sans nourriture, vivre dans des volcans et endurer le vide spatial. Ces formes de vie, bactéries et tardigrades, s'épanouiraient alors sans obstacle, proliférant en l'absence totale de prédateurs. Cela étant posé, que mangerions-nous sur cette terre réinvestie? Les tardigrades ne sauraient pas constituer une alimentation viable. Il se pourrait néanmoins que l'on retrouve quelques graines gelées encore exploitables sur notre planète. À défaut, elles auraient été préservées à bord des stations spatiales. Le sol terrestre, lui, conserverait peut-être encore des nutriments issus des anciennes catastrophes. On commencerait à semer, à s'acclimater aux rigueurs de cette planète autrefois désertée. Et malgré tout, cela vaudrait mieux que la froideur de stations spatiales privées d'âme. Fort heureusement, il est extrêmement improbable qu'une planète errante entre un jour en collision avec la Terre, ou même qu'elle s'en approche. Les visites de ces vagabondes venus du cosmos sont rarissimes. Et compte tenu de la vitesse actuelle des progrès technologiques, un objet céleste d'une telle taille serait repéré bien avant de pénétrer le système solaire, soit bien avant qu'il ne devienne une menace réelle pour notre monde. S'il s'approchait malgré tout dangereusement, nous pourrions recourir à l'une des techniques mises au point pour dévier les astéroïdes menaçant la Terre. Les options sont nombreuses. On pourrait, par exemple, utiliser un impacteur cinétique, un dispositif chargé de heurter l'objet afin de modifier son orbite, le faisant ainsi sortir de notre trajectoire. Une autre possibilité serait la déviation gravitationnelle par tracteur. Une sonde robotique rejoindrait l'objet céleste, en l'occurrence, une planète errante, et l'accompagnerait pendant des mois, voire des années. Progressivement, l'attraction gravitationnelle du vaisseau infléchirait la trajectoire de l'astre. On peut également envisager de pulvériser de la peinture sur l'objet céleste. Ce n'est pas une plaisanterie. Les surfaces sombres absorbent davantage la lumière, tandis que les clairs en réfléchissent plus. En jouant sur ce contraste, il serait théoriquement possible de modifier la trajectoire d'une planète errante, à condition, bien entendu, de disposer d'assez de peinture pour recouvrir un tel colosse.